Bienvenue, bienvenue. C'est une édition spéciale de Liberate Your Authentic Self. Moi, je suis le docteur Andrea Pennington. Normalement, cette émission, c'est toujours en anglais, mais aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai Roméo Cornal, coach intuitif. Il est un des auteurs de ce nouveau livre, Time to Rise. Bienvenue, Roméo. Merci de m'accueillir, Andrea. Bonjour, bonjour Andrea et bonjour à tous. C'est un Donc, honneur vraiment pour moi. oui, c'est génial pour moi. Et moi, je suis très honorée que toi, tu as décidé de participer dans ce livre, surtout en anglais. Mais Oui. maintenant, ton message, ton méthode, il est diffusé partout dans le monde. Mais Mm. normalement, tu travailles en français. Donc, je Oui. voulais au moins parler un tout petit peu de français pour que tu puisses exprimer bien pourquoi tu as choisi de partager ton histoire. C'est une histoire personnelle de Mm. ton expérience comme une esclave. Mm. Euh, donc, dis-moi, pourquoi tu as dit oui quand j'ai proposé de participer dans ce livre? Premièrement, parce que ça a fait sens pour moi. Et j'ai senti intuitivement que ça aurait été une bonne thérapie, en fait. Effectivement, je n'avais jamais écrit de bouquin, je n'avais jamais participé à l'écriture d'un bouquin, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'auteurs dire que voilà, écrire un livre, c'est une vraie thérapie. Et je me suis dit, j'ai senti qu'effectivement, dans mes tripes, là, tiens, il y a un truc, il y a un truc. Et effectivement, je suis coach intuitif. Donc, finalement, la première des choses pour un coach intuitif, c'est d'écouter son intuition. Et mon intuition m'a dit, vas-y, j'y suis allé et j'ai bien fait d'y aller. J'ai vraiment bien fait d'y aller. Moi, je suis contente. Et je sais qu'il y avait des choses personnelles parce que c'est toujours comme ça. Je travaille avec des auteurs partout dans le monde et dès qu'ils disent oui à participer dans un projet, que c'est personnel. C'est différent quand on écrit de ton méthode de coaching ou de business. Dès qu'on décide de partager la vie personnelle, oh là là, il y a des changements dans le subconscient, dans l'esprit, dans l'âme. Donc, je sais que c'est une étape, Oui, mais dès qu'on fait la première marche, ça devient plus en plus facile, je crois, j'espère. oui. J'espère que celui-ci, c'est pas la dernière livre que tu vas participer. J'espère que c'est juste le début, oui. Alors, je te confirme qu'en fait, j'ai déjà décidé de l'écriture du troisième livre. Le deuxième, en fait, il est en cours de finalisation, c'est justement sur les relations toxiques. Et effectivement, le troisième, c'est beaucoup plus, c'est encore plus personnel parce qu'en réalité, ça va parler de mon ressenti d'afro-descendant. Je vais justement parler de encore une fois, Emancipate Yourself from Mental Slavery, mais je vais aborder l'aspect peut-être un peu plus global, un peu plus social sur justement comment se libérer du passé colonial quand on est un afro-descendant. Donc c'est vraiment, en fait, plus ça va, plus je descends dans mes propres profondeurs. Waouh, ça c'est énorme. Ouais. Bon, c'est tous les sujets qui sont un peu sensibles pour des gens. Oui, De premièrement penser que c'est moi qui dois me libérer oui, de cet esclavement. Ça, oui, c'est OK. Dans une relation toxique, si je suis dans un boulot que je n'aime pas, OK, oui, je peux accepter, OK, c'est moi qui dois changer. oui, Mais dès qu'on on va dire à une population comme les Afro-descendants, oui, les gens qui ont hérité oui, peut-être une mentalité d'esclavement, oui. bon, ça va dans un territoire un peu sensitive, Oui, très dangereux. délicat, oui. Mais Très, donc, très, très oui, touchy. Oui. oui, oui, c'est délicat. Mais premièrement, Mhm. pour ce livre, Time to Rise, Oui. toi, tu as contribué une histoire personnelle. Mhm.
de ton propre esclavement. Oui. Toi, tu étais comme un esclave dans un boulot qui ne partient pas. Ok, ça c'est Oui. difficile pour moi. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un tout petit peu de ça? Oui, absolument. En fait, j'étais dans un schéma. Je suis antillais, hein, donc pour la plupart des Antillais, la réussite sociale, c'est la fonction publique, c'est être salarié dans la fonction publique. Et effectivement, pendant 17 ans, j'ai été salarié dans la fonction publique. J'ai vécu des choses assez extraordinaires, vraiment très sympas. Mais c'est vrai que ça faisait quelques années que j'avais envie de faire autre chose. Je me sentais appelé à faire autre chose et dans mes tripes, ça disait, ben, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait plusieurs tentatives et j'ai effectivement créé une boîte. J'ai une activité, mais alors qui m'éclatait. C'était dans le spectacle et dans le showbiz. Donc vraiment, j'ai adoré. Et effectivement, j'ai eu quelques difficultés comme tous les entrepreneurs. Et je me suis retrouvé dans cette situation où je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue la sécurité? Est-ce que je retourne à mon boulot le temps de me refaire? Ou est-ce que je me consacre uniquement à cette entreprise? Ou est-ce que je passe un autre cap? Et j'ai, j'ai, j'ai- je me posais vraiment cette question de se dire, mais il doit bien y avoir, je sens bien que cette activité, c'est moi. Cette entreprise, c'est moi. La posture, l'activité, c'est moi. Et je sens bien que retourner au bureau, c'est pas moi. Mais dans le même temps, je suis tiraillé en fait. Et je me dis, mais il faut quand même que je paye les factures, j'ai des enfants, etc., etc. Euh, et j'ai choisi effectivement de jouer la sécurité. Et je suis retourné en fait dans ce boulot. Et il a fallu quelques déconvenues, quelques crises d'angoisse et quelques séjours à l'hôpital pour que je prenne véritablement conscience qu'en réalité, tu vois, quand tu parles d'esclavage mental, j'étais en fait enfermé dans ce système de pensée qui dit que la réussite est la sécurité et que la sécurité, c'est la fonction publique. Et j'ai d'abord, bien sûr, c'était d'abord de la faute de mes collègues, c'était d'abord de la faute de mes supérieurs, c'était d'abord de la faute de l'État, c'était la faute de la société, bien sûr, bien évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, non, c'est de la faute de personne, mis à part moi-même, parce que je me suis tellement enfermé dans ce truc que la sécurité et le succès, c'est là, peut-être qu'il faut que je change de paradigme, en fait. Mais effectivement, j'ai dû attendre d'aller très mal pour remettre en cause ce paradigme et pour en choisir un autre. Ouais, ouais. Et malheureusement, c'est comme ça pour nous, des humaines. Oui, bon, Plusieurs fois, nous devrons frapper la tête, ou, comme toi, être vraiment quelque part de la oui, mort, oui, où absolument. on dit finalement, OK, il faut me sauver, donc il faut que je vois moi-même. Qu'est-ce que je dois changer de moi-même? Complètement. Et c'est précisément pour ça que j'ai choisi de participer à l'écriture de ce livre et je suis très heureux de l'avoir fait parce que pour témoigner précisément aux personnes qui liront que, justement, je peux ne pas attendre d'aller mal. Je ne peux décider, effectivement, m'économiser toutes ces souffrances-là pour finalement me préférer et me choisir moi-même. Et aussi, tu travailles avec des clients personnellement, Oui, comme coach intuitif. oui, Tu travailles avec les personnes qui sont les esclaves dans mhm, une relation toxique. oui. Comment tu travailles avec eux pour réaliser que c'est à eux de changer leur pensée, de retrouver leur propre valeur et confiance? La première des choses, c'est de se rappeler qu'une relation, ça se joue à deux, d'accord? Et qu'en fait, il n'y a pas de méchant et de gentil, il n'y a pas de bourreau et de victime, c'est pas la faute de l'autre, c'est pas moi qui suis l'innocente victime et lui le méchant bourreau. Si je suis dans une relation qui est toxique, et le prédicat de départ, c'est ça, il n'existe pas de personne toxique. Il existe des relations toxiques.
Mais des personnes en soi toxiques, ça n'existe pas. J'en veux pour preuve qu'il y a des personnes qui sont vues comme des gros pervers narcissiques, qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont des amis avec qui ça se passe très bien. Donc, la personne en soi, quand un produit est toxique, il est toxique pour tout le monde, hein. Je veux dire, si je peux donner à n'importe qui de la mort au rat, il va finir sous terre. Ça, c'est évident. Parce que le produit est toxique. Si une personne est toxique, elle est toxique pour tout le monde. Or, je me rends bien compte, quand je vois par exemple les pervers narcissiques, etc., que ce sont des gens qui sont vus comme des gens qui ont effectivement des relations extrêmement toxiques avec certaines personnes et qui ont des relations particulièrement saines avec d'autres. Donc, c'est la relation. Donc, ça veut dire que si c'est la relation qui est toxique, ça veut dire que je suis 100% responsable, en fait, de la toxicité relationnelle. Donc, je peux moi-même me dire, bon, ben, ok, j'arrête cette relation avec cette personne parce qu'effectivement, cette relation m'empêche d'être qui je suis. En réalité, il faut se rappeler que la définition même d'une relation toxique, c'est la relation qui m'empêche d'être qui je suis vraiment, de ressentir ce que je ressens au fond de moi, d'exprimer ce que je ressens au fond de moi, de penser comme je le pense vraiment. C'est ça une relation toxique. Une relation toxique, c'est une relation qui m'empêche d'exprimer qui je suis vraiment. D'accord. Mais est-ce que c'est possible de réparer une relation toxique? Je veux dire que, ok, s'il y a deux personnes Oui, et chacun c'est 100% responsable, oui, dès que moi, je réalise, ok, c'est à moi de quoi peut-être changer ou au moins réaliser ma culpabilité ou ma responsabilité. Ok, si la définition c'est que je n'ai pas la confiance ou je ne peux pas être moi-même, je ne peux pas m'exprimer. mhm, Dès que je réalise ça et je décide que il, il faut que je m'exprime, il faut que je suis moi-même, il faut que je... Ok, mais si ok, je change comment je m'exprime, comment je suis dans cette relation, oui. est-ce que c'est possible de rester? C'est possible si l'autre accepte, parce qu'il peut également refuser. En réalité, je me suis aperçu qu'avec les années, que ce qui faisait que beaucoup de gens, justement, ne faisaient pas ce travail de retrouver l'estime et de se préférer eux-mêmes, c'est parce qu'ils avaient peur que l'autre s'en aille. Parce qu'effectivement, si je deviens moi-même authentique, si je me mets à exprimer ce que je pense vraiment, si je me mets à faire ce que je veux vraiment faire, peut-être que l'autre en face, il ne sera pas d'accord. Parce que moi, il m'a connu, j'avais un certain niveau de conscience, j'avais un certain niveau d'estime de moi-même, et manifestement, ça lui convenait. Mais si tout d'un coup, j'ai encore plus confiance en moi, j'ai une plus grande conscience de moi, j'ai une plus grande estime de moi, ben peut-être que l'autre en face, il ne voudra pas et il me le reprochera. Et peut-être même qu'il deviendra carrément un ennemi de ça. C'est comme je dis, c'est en fait en vrai le seul prix à payer, c'est celui-là. C'est vrai que quand on fait un travail de détox relationnel, comme je dis, on va forcément changer d'environnement. Forcément. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter la personne avec qui je suis dans la relation toxique. Je suis simplement en train de dire que je dois malgré tout me préférer. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite d'être qui je suis. Mais que si l'autre en face, il n'est pas d'accord avec ça, ben, j'arrête la relation avec lui. C'est le prix épigénétique. Oui, mais pour les gens qui pensent que le prix c'est trop haut et il reste, qu'est-ce que tu dis à eux? Il n'y a pas beaucoup d'issues possibles, en fait. Parce qu'en réalité, la relation est toxique parce que je préfère l'autre à moi. Et si en plus je suis conscient que je préfère l'autre à moi et que je dis malgré tout je préfère l'autre à moi, la souffrance va augmenter jusqu'au point de rupture. Parce qu'en réalité, la souffrance, c'est la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui je dis que je suis. La souffrance, c'est la différence entre le soi et le moi. Si je reprends les termes de, par exemple, de Carl Gustav Jung, Mhm. le soi, mon soi authentique, et le moi, c'est l'identité que j'ai. Ouais. L'identité que j'ai précisément pour les personnes autour de moi, parce que j'interagis, je suis dans une société, les humains sont des animaux sociaux, comme on dit. On est en relation avec d'autres personnes. Donc on joue un rôle, on s'est construit une identité, on s'est construit un moi.
Si ce moi est éloigné, justement, plus je prends conscience de la distance entre le moi et le soi, plus précisément je vais être amené à souffrir. Hmm. Si précisément je ne fais pas correspondre le moi et le soi. Si je ne suis pas authentique dans mes actes, dans mes paroles, ben précisément la souffrance va augmenter. Et Hmm. si effectivement je vais choisir plutôt que de quitter, plutôt que de prendre de la distance avec mes parents, plutôt que de prendre de la distance avec mon épouse, mon époux, je vais choisir effectivement de garder ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'estime que la relation est beaucoup plus importante que qui je suis moi-même. Il y a des personnes qui effectivement prennent des coups. Combien de fois j'ai rencontré des femmes battues, mais qui, limite, j'ai envie de dire, préfèrent continuer à être battues, plutôt que de devenir demain des personnes, des femmes divorcées. Parce que Hmm. pour elles, le divorce, non, c'est pas possible. Ouais, Donc elles prennent des coups plutôt que de divorcer. ouais. Parce que dans leur système, dans leur schéma, ben, une femme qui s'est mariée, elle s'est mariée pour le meilleur et pour le pire, et le pire, c'est de prendre des coups, donc elle prend des coups. Ouais. C'est un choix. Mais les choses ne vont pas s'arranger en prenant conscience. Il faut bien faire attention à ça. Les choses ne s'arrangent pas quand je prends conscience des choses. Si je prends conscience, c'est pour agir. Oui, je suis d'accord. Hmm. Bon, le troisième sujet, Hmm. c'est pour moi peut-être plus difficile. Mhm. Et ça, c'est cette histoire de les pensées, le mentalité d'être un esclave qui est héritée par des générations et générations et générations. Mhm. Parce qu'on sait que si on parle de épigénétique, Mhm. nous héritons des choses des parents, des grands-parents et plus loin que ça. Oui, Et on le capte, on le garde. oui, C'est dans le ADN, c'est dans les cellules, c'est dans notre corps énergétique. Et donc ça, c'est très très difficile pour des gens de casser, de s'éloigner. absolument. Donc, dis-moi, comment tu vas aider des afro-descendants qui a toujours cette mentalité d'être esclave? Mhm. C'est-à-dire que peut-être tu vois que les gens, ils veulent réussir, mais il y a une saboteur Oui, dans eux qui fait tomber les choses. oui. Dis-moi. Alors, très simplement, dans notre passé colonial, il y a effectivement des esclaves, mais il y a un autre archétype qui est très intéressant, c'est l'archétype sur lequel je m'appuie. On appelle ça le nègre marron, le marronnage. Alors, le marron, c'est précisément celui qui effectivement a été déporté dans les colonies. C'est vrai, il est arrivé en déportation, sauf qu'il n'a jamais pris l'identité d'esclave. Il ne s'est jamais dit, OK, j'accepte d'être un esclave. Au contraire, il s'est dit, attends, non, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, donc effectivement, ce sont des personnes qui ont fui les plantations, qui se sont installées dans des environnements en général ou en pleine forêt ou dans les montagnes. C'est des environnements qu'ils maîtrisent et il y a eu des communautés entières de marrons qui ont traversé toute la période coloniale sans être esclaves précisément parce qu'ils l'ont refusé. Et en réalité, pour moi, cet archétype du marron, c'est comme ça, c'est ce que je propose précisément aux afrodescendants, de se dire, plutôt que d'aller chercher la liberté, de revendiquer effectivement une Ah, liberté que le colon ne donnera pas, ouais, raison bien simple, c'est parce qu'il ne l'a pas, je prends ma liberté à moi. Je crois vraiment à l'éveil du un à un. Tu sais, il y a une loi quantique qui dit que le jour où, dans un groupe, le nombre d'individus qui ont un niveau de conscience atteint une masse critique, c'est toute l'énergie du groupe qui bascule dans ce niveau de conscience. Et c'est pour ça que je fais vraiment ce travail de un à un. Chaque personne s'éveille et se souvient, encore une fois, mais c'est comme pour les relations toxiques, je suis libre. None but ourselves can free our mind. Bob Marley l'a dit, Malcolm X l'a dit. Personne ne vous donnera la liberté, ouais. personne ne vous donnera l'égalité, la justice et toutes ces choses. Si vous êtes un homme, vous les prenez. C'est Malcolm X qui le dit. Mais où est-ce que je vais prendre la liberté? Je ne vais pas prendre la liberté chez l'autre. Je prends la liberté chez moi. Je Ouais. prends la liberté en me souvenant que je suis libre et j'agis.
en tant que telle. Et ça, c'est extrêmement concret dans l'histoire aujourd'hui. C'est ce message que j'apporte à mes compatriotes antillais, afrodescendants, mais également en Afrique noire. Et c'est vrai que j'ai prévu effectivement un certain nombre de déplacements. J'ai commencé déjà effectivement des émissions et des choses comme ça pour précisément se libérer de ces héritages qui sont des héritages ataviques, qui sont des héritages génétiques et qui impactent aujourd'hui notre vie de tous les jours. On regarde dans les sociétés afro-descendantes, le rapport entre les hommes et les femmes, le nombre de femmes qui effectivement élèvent des enfants seuls, le nombre d'enfants qui ne connaissent pas leur père, etc., etc. On a toute une série de comportements que l'on voit dans les sociétés afro-descendantes qui sont des héritages en fait de cette période coloniale, que l'on peut dépasser non pas dans la colère, non pas dans la revendication, non pas dans le mécontentement, parce que le mécontentement entraîne le mécontentement, la colère entraîne la colère. On ne sort pas de la guerre par la guerre, on sort de la guerre par la paix. Et la paix, en fait, on la trouve à l'intérieur de soi. Wow. Et c'est véritablement ce travail que je fais, mais tu penses bien que ce travail, il est possible de 1 à 1. Hein. Je ne vois pas du tout, je dis souvent que le temps des maîtres, le temps des leaders, il est dépassé. Le temps de leaders est révolu. Je ne me pose pas du tout comme quelqu'un qui va porter la voix et les autres vont me suivre. C'est pas du tout ça. Ce que j'amène justement aux personnes, c'est le niveau de conscience où ils disent, mais effectivement, je n'ai pas besoin d'un maître. Et quelqu'un qui n'a pas besoin d'un maître, ben précisément, n'est plus un esclave. Quelqu'un qui n'a pas besoin de maître, c'est un nègre-marron. Le nègre-marron, à l'époque, il s'est dit, je n'ai pas de maître. Je suis mon propre maître. Donc, J'adore. Réduit en esclavage. J'adore. Je suis tellement intéressée par ça. Et même si tu veux pas être un leader, moi, je vois que cette idée-là, ça va te pousser dans le média, dans les environnements pour que tu puisses transmettre cette idée. Oui, c'est un par un, mais je le vois pas beaucoup. Mais voilà, c'est très, très intéressant. Merci encore. Merci de partager ton histoire dans Time to Rise. Et moi, j'ai hâte de voir les prochains. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc, effectivement, il y a déjà une page Facebook qui s'appelle Afro-Renaissance, qui a été, que j'ai créée avec une collègue, qui d'ailleurs, elle, est américaine au moins d'adoption, puisqu'elle a vécu plusieurs années aux États-Unis et que ses enfants sont afro-descendants. Ah, ok. Ouais. Donc effectivement, on a une vision tant sur les sociétés afrodescendantes aux États-Unis, aux Antilles et en Afrique noire. Oh, c'est génial. D'accord. Et pour des gens qui veulent te connecter avec toi, ils peuvent te trouver sur Facebook, Twitter et online. Dis-moi. Absolument. Donc le site web, c'est romeocournal.com. La page Facebook, c'est Roméo Cournal Coach Intuitif, mais aussi la page Afro-Renaissance pour les personnes qui sont intéressées par cette démarche-là. Et sur Twitter, Roméo Cournal. Et bien sûr, pour l'instant, donc dans Time to Rise. Bien sûr, c'est en anglais, mais c'est génial. Ouais. Puis le prochain livre, je te donne déjà l'exclusivité. Le prochain livre s'appelle Chemin d'éveil. Ça va parler justement de la relation toxique à l'éveil à soi. Et le livre d'après s'appelle Lettre au pays natal. Oh, wow. Oh. C'est la première fois que je l'annonce publiquement. Lettre au pays natal. L', être, du verbe être, au pays natal. Wow. Merci, Roméo. Merci beaucoup, Andrea. Bon, et à la prochaine. À très, très vite. Ok. Ciao. Bye bye.